Nous aurons tout à l'heure au téléphone Mamadou Alpha Diallo. Il est le secrétaire chargé aux affaires extérieures du collectif des étudiants des universités publiques de Guinée. Et puis c'est un sale temps pour Macky Sall avec une journée à multiples rebondissements. Le président sénégalais a été débouté par le Conseil constitutionnel. Celui-ci, après examen, a rejeté la date du 2 juin prévue pour la tenue de la présidentielle à la suite d'un premier report. Il rappelle que la tenue du scrutin dans les meilleurs délais veut tout simplement dire avant la fin du mandat de Macky Sall le 2 avril 2024. Sans perdre de temps, le président sénégalais a aussitôt fixé la date, il a choisi plutôt le 24 mars pour la tenue de l'élection présidentielle. Il a aussi dissous le gouvernement et nommé le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, comme nouveau chef du gouvernement. C'est l'actualité africaine qui focalise toutes les attentions. Et on en parle dans cette émission, le scanner. Voilà entre autres sujets à débattre. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Ensemble jusqu'à 10h30 pour décrypter l'actualité avec vous sur le 629 95 67 2 fois 629 95 67 2 fois ou sur notre page Facebook groupe Kavi Media. Merci si c'est maintenant vous nous prenez en marche avec moi autour de moi ces débatteurs, vos débatteurs de chaque matin évidemment. Mohamed Ba, bonjour. Bonjour Abdallah Kamara, bonjour à l'ensemble de nos auditeurs. Merci. Bonjour Yaya Diallo. Bonjour. Une longue file, tu me le rappelais tout à l'heure. Au niveau des stations, c'est le constat fait ce matin. Oui, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce une pénurie de carburant qui s'annonce? En tout cas, le constat est qu'aujourd'hui, dans toutes les stations, c'est une file indienne qui s'étale, il faut le rappeler, et je n'arrive pas à comprendre parce que c'est un constat général un peu partout à travers les stations de service. Et on l'avait rappelé ici à un certain niveau que la crise n'était pas entièrement évacuée et qu'il fallait prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir, disons, anticiper les choses. Et cela, je crois qu'il n'a pas été fait, ce qui fait que à tout bout de champ, on peut assister à des pénuries de carburant. Et c'est le cas aujourd'hui, malheureusement. Et le constat était palpable depuis la semaine passée, puisque la ville, quand même, semble avoir un autre visage. Un peu partout, c'est comme d'habitude. C'est à la recherche. Enfin, c'est devenu une rareté pour les usagers, enfin pour ceux qui ont ce qu'on appelle les engins roulants. Et c'est à se demander qu'est fait le gouvernement dans ce sens-là, parce qu'on sait effectivement que l'explosion du brasier de Kaloum avait affecté un certain nombre de choses. Est-ce que parallèlement une solution pérenne a été trouvée? La question reste posée, mais tous rétriqués. Le constat est qu'aujourd'hui, les mêmes problèmes, les mêmes disons, réclamations reviennent encore, et c'est assez grave si ça continue comme ça, parce que nous sommes à quelques jours du mois saint de Ramadan. Donc je crois que le gouvernement doit pouvoir mettre les bouchées doubles pour complètement trouver une solution à cela. Oui, très très important, il faut le rappeler, Mohamed Ba, aujourd'hui des citoyens qui tirent le diable par la queue, mais qui n'ont pas aussi cette paix intérieure quant au carburant. Je le rappelais même ici hier. Exactement. C'est très difficile aujourd'hui que vous soyez propriétaire d'un engin roulant ou bien que vous soyez quelqu'un qui se cherche. On est tous appelés à se déplacer, on est tous appelés à aller chercher son quotidien, mais ce qu'il faut dire pour répondre un peu à ce que dit Yaya, c'est quelque chose, pérennisation, on est loin de cela, parce que les dépôts, nous avons suivi avec intérêt le directeur de cette, comment on appelle, de la direction de la SONAP qui parle de qu'il faut essayer de mobiliser 300 millions de dollars pour pouvoir construire, mettre en place ces dépôts qu'on a perdus du côté de Kaloum. Et ces 300 millions de dollars, ce n'est pas seulement une seule entité qui va nous donner. L'attente,
c'est du côté de la communauté internationale, des partenaires techniques et financiers, mais également du côté de la Banque centrale, du côté de la Guinée. Et nous savons très bien notre Banque centrale, jusqu'où notre trésor, jusqu'où est capable de donner cela, pour ne pas parler d'incapacité à pouvoir mobiliser même la moitié de ce fonds. Donc déjà, ça c'est un problème que nous avons. Et pour cela, ce ne sera pas moins de 3 mois, c'est ce qu'a dit le directeur Doumbouya par rapport à cette situation. Donc cela veut dire que la pérennisation, on est loin de pouvoir pérenniser, trouver une solution qu'on peut pérenniser par rapport à ce manque de carburant. On sent toujours, chaque fois qu'on s'approche le week-end, on voit cette crise qui s'installe. On a l'impression, si on trouve le carburant 2 ou 3 jours, c'est juste pour quelques jours. Après, maintenant, on replonge encore dans la situation parce que nous ne maîtrisons pas la situation. Il y a une dépendance qui est née ou bien qui est déjà là avec les pays amis, les pays de la sous-région. Je fais allusion à la Sierra Leone, à la Côte d'Ivoire, mais également les sociétés minières, dont principalement la Compagnie des bauxites de Guinée, qui depuis toujours a ses dépôts de carburant tant à Kamsar qu'à Sangaredi, des dépôts qui continuent, qui tiennent des mois et des mois. Donc on a cette possibilité aujourd'hui de s'accrocher à cette société minière et ses pays amis. Donc c'est pas facile. Pas facile. On est loin de sortir de cette situation. La seule peur qu'on a, c'est de la misère et de la galère à la misère. Donc prions que nous trouvions vite, parce que où construire les études de faisabilité pour la construction aussi de ces dépôts. On disait qu'il y avait des études qui avaient été effectuées, mais aujourd'hui, ça ne colle plus à la réalité. Il faut essayer de réadapter tout ça. Ça peut prendre du temps. Donc, si on parle de 3 mois, moi, je dirais qu'il faut multiplier par 3 fois ces 3 mois. Et ça ne sera pas au courant de cette année 2024 qu'on va parler de la construction des dépôts. Bien, ce qui est déjà compris, donc c'est une alerte faite à l'endroit de la SONAP. La SONAP qui doit en tout cas savoir que les stations sont pleines ce matin, et ce depuis le week-end dernier. Donc essayez tantôt de rassurer les populations, communiquer autant de fois que vous pouvez. Parlons maintenant de la presse et de cette première actualité. Il faut le dire, la presse sous la transition, après FIM, le groupe Fréquence Média, Adafo Média tombe dans la même situation. 70% des employés sont mis en congé technique, comme FIM qui avait mis tous ses employés en congé technique et assuré le service minimum. Aujourd'hui, on enregistre un autre média qui vient s'ajouter à cette liste de FIM. Est-ce qu'il faut avoir peur pour la corporation? Pendant ce temps, le CNT ne s'occupe que des vidéos et des images obscènes publiées sur les réseaux sociaux en contrepartie ou en temps réel, pendant que les médias sont en train de mourir. Le CNT parle de vidéos obscènes. Yaya Diallo, on a suivi l'actualité et aujourd'hui très touché par ce qui arrive à nos confrères. Non mais absolument, je n'ai pas tous les mots pour décrire la situation que nous vivons actuellement, parce que de toute façon, ce vent qui souffle là, je ne crois pas que ce vent-là puisse épargner quelqu'un. C'est une stratégie mûrie, mais qui est en cours d'exécution. Maintenant, par où commencer, on a vu ce qui est en train de se passer, mais j'ai dit que c'est des crises inutiles qu'on est en train de segmenter ici et là. Pour quelle fin? On n'en sait absolument rien. Je ne crois pas que médias soit un adversaire d'un pouvoir en place. Dans tout le monde entier, les médias, c'est des partenaires par excellence de gouvernants, parce que c'est par nous passent toutes les informations ou tous les efforts fournis par le gouvernement. Donc nous sommes les intermédiaires entre nos gouvernants et l'opinion de façon générale. Donc, je n'arrive pas à comprendre cette obsession de vouloir mettre au pas tous les médias en République de Guinée. Parce que c'est de là qu'il s'agit. Hein. On suppose que ce sont les géants. Ça peut se discuter, mais ce sont les géants qu'on est en train de terrasser complètement. Peut-être après cela, et s'offrir un chemin pour pouvoir effectivement dompter tout ce qui reste. Et ça, je crois que c'est assez gravissime et aux yeux aussi de tout le monde. Hein. C'est assez regrettable ce qui se passe. Vous l'avez dit, au-delà que ces médias-là soient des organes de presse, c'est des créateurs d'emplois.
on a des emplois. Vous prenez FIM qui avait une centaine d'employés aujourd'hui qui sont complètement laissés pour compte par le fait des humeurs ou des caprices des uns et des autres, parce que c'est quand même jusque-là, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui justifierait ces brouillages disons, continus parce que si on doit prendre nos confrères d'Espace FM, si vous voulez écouter du Bembea Jazz et de Sili Nouwele Gbingbinso, allez sur cette fréquence. Le Paradis. Et le Paradis. C'est les trois, ce sont des trois tubes qui sont quand même diffusés. Et je pense que en permanence, le BGDA quand même doit payer des primos, de l'argent à ces auteurs, pour ces œuvres qui sont diffusées sur ces médias, sur ce média. Pourtant, ce ne sont pas des programmes de ce média. C'est vraiment triste, comme tu l'as dit, d'assister à tout cela. C'est qui l'aurait cru. J'ai posé la question dans mon introduction le 5 septembre 2021. Je ne veux pas jeter le probe à quelqu'un. Non, j'évite tout cela. Mais cette proximité qui existait le 5 septembre aujourd'hui, on a comme l'impression que les amitiés se sont étiolées, si je peux l'appeler comme ça, effritées. Et maintenant, c'est face à la barbarie. Parce que là, c'est le terme, c'est une barbarie qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, c'est passé par tous les moyens pour détruire. Et pourtant, au-delà de ces patrons de médias, il y a des employés qui doivent vivre. Absolument, il y a des employés. Vous prenez le groupe Adafo, qui est un grand empire médiatique ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Oui, il ne faudrait pas que les gens se trompent. Le groupe Adafo, ce n'est pas que Espace FM. Effectivement. Il y a Suite FM, il y a Kalak FM, il y a Kalak Radio, et il y a quoi? Il y a Kalak TV. Il y a Kalak TV. Ouais. Donc aujourd'hui, comme il y a les antennes à l'intérieur du pays. Donc c'est un grand groupe, un empire, comme tu l'as dit. Il faut oser le dire. Il y a une nouvelle scène aussi qu'on appelle la Guinée-Fée. La Guinée-Fée qui était en gestation. Bon, c'est grave. C'est assez grave. Et vous imaginez, un peu partout, c'est des emplois qui ont été créés. Je crois que je n'arrive pas à comprendre cette méchanceté, le degré d'une telle méchanceté, parce que c'est de là qu'il s'agit. Et enfin, qu'est-ce que veulent nos autorités, effectivement? Que veulent nos autorités dans ce sens-là? Je n'arrive pas à comprendre. Je te confie quelque chose. Hier, il y a un ami qui est au sein d'un département ministériel, je préfère taire le nom du département, qui m'appelle pour me dire, ok Abdallah, votre télé est sur, j'ai donné des détails, ok votre radio, j'ai donné des détails, d'accord, nous voulons que vous couvrez au quotidien nos activités, laissez-moi proposer cela à la direction, à ma direction, au département, et après je te reviens. Il m'est revenu, je pense que j'avais fait le compte rendu à Bas, puisqu'il m'a appelé en présence de Bas. Il m'a appelé 2 heures après pour me dire, attention, on nous dit de nous méfier des médias privés, des radios privées. Je vais être honnête envers toi, je vais être honnête avec toi. On nous dit tout ce qui est médias privés, de mettre de côté, de nous concentrer essentiellement sur les sites d'information. Wow. Là, j'ai crié. Ouais. Et là, ce n'est plus une histoire d'Adafo, ce n'est plus une histoire de film, ce n'est plus une histoire du Dioma, ce n'est plus une histoire d'évasion, mais c'est une histoire de presse privée. Ouais. Et ça, il faut s'inquiéter. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, j'y tenais. Je voulais vraiment que ce sujet soit débattu. Et heureusement que vous avez accepté de le faire avec moi. Mais honnêtement, à cette allure, on risque de tuer toute la presse privée. Honnêtement, à cette allure. Non, c'est une stratégie. Là, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a réalisé. C'est une stratégie ce que j'ai vécu très hier. bien peaufinée. Oui. Mais en attendant, je crois qu'il y a Béaba qui trépigne là. Il doit il est pressé. Il est pressé. Oui, je te donne. Enfin, non, mais ça fait mal. Ouais. On a mal au cœur quand on voit que la situation continue à se détériorer. Et on va de mal en pire. Au mois de novembre, quand les décisions avaient commencé à tomber, le brouillage de ces différents médias dont vous venez de citer, Adafo jusqu'au niveau de film, la radio, en passant par Évasion. Je pense que c'est une situation très compliquée. C'est vrai, on voit médias, on voit le nom de télé, on voit le propriétaire, ou on voit des journalistes ou des animateurs icônes. Mais n'oubliez pas que derrière chaque personne, c'est toute une famille, ce sont des enfants, ce sont des mères, ce sont des femmes qui sont là, qui attendent quelque chose de ces gens, qui sortent tous les jours, que vous voyez, que vous recevez dans vos salons, dans vos maisons, dans vos kiosques, qui ont des enfants qui attendent quelque chose de leur papa ou de leur maman. Et qu'aujourd'hui, qu'on arrive à prendre des sanctions, des décisions qui affectent la vie des uns et des autres à travers ces médias,
Je pense que c'est une situation difficile que les autorités devraient revoir pour ne pas qu'on se retrouve au fond du trou. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'on a des présidents qui sont devenus des conseillers de nos autorités et que ces pays où ces présidents ne sont pas des références en matière de médias un peu partout, en faisant allusion bien sûr de Rwanda un peu partout. Donc, de respect de la liberté d'opinion et d'expression. Ça, ce n'est pas une exigence dans ces pays. Donc c'est très difficile à comprendre qu'on arrive à se retrouver dans cette situation. On peut ne pas aimer ces médias, on peut ne pas aimer Lamine ou aimer Adafo Média, mais vraiment ces médias, précisément Adafo, est devenu vraiment une véritable source d'emploi pour les uns et les autres. Et chaque année, nous voyons ce qui se passe. Ils arrivent à découvrir de nouveaux talents et ces talents arrivent soit c'est au niveau de Adafo même qu'ils vont s'exercer pour s'imposer ou ils vont ailleurs, mais déjà ils sont détectés et que ça c'est une bonne chose. Nous avons suivi également les démarches qui ont été entamées. Cette décision, ils ont pris Adafo avec les 70% du personnel, c'est-à-dire quand tu prends 10 personnes de Adafo, forcément 7 personnes resteront à la maison. Ouais. Et imaginez qu'aujourd'hui... Avec incidence financière. Et imaginez aujourd'hui, les gens n'étaient pas préparés à se retrouver dans cette situation. Imaginez que ce Ramadan, Carême déjà, ceux qui sont chrétiens dans cette station ont traversé cette période comme ça. Et maintenant, c'est les musulmans. En tout cas, on parlait de plusieurs mois impayés, plusieurs mois que les travailleurs ont accepté de se battre. Et ça, c'est très difficile. Et qu'aujourd'hui, c'est Ramadan qui arrive. Et encore plus grave, ils ne sont pas, les 70%, je pense qu'ils ne sont pas au courant. Sauf si des informations à l'interne existent, mais qui ne sont pas au courant. La liste n'est pas officielle pour le moment. Ouais. On se demande, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Paul, est-ce que c'est Pierre, ainsi de suite. Les grandes émissions, les éditions d'information seront maintenues, le contenu probablement sera revu à la baisse, amoindri. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, je parle en tant qu'auditeur, en tant que citoyen, nous allons prendre un coup par rapport à cela. C'est-à-dire, je prends au nom des citoyens qui ont l'habitude de suivre ces différents médias, ils seront privés de ce qu'ils avaient l'habitude de recevoir chez eux tous les jours. Donc ça, c'est très difficile et qu'aujourd'hui, l'actuel Premier ministre a essayé d'entamer des négociations avec les différents patrons des associations de presse. Il y a eu cette rencontre hier à la primature pour voir la situation, comment analyser et quelles solutions il faut apporter. Les patrons de presse, Rémi Guy, Lurtel Guy, ainsi de suite, les associations. Aguipel, et les associations se sont retrouvées avec le Premier ministre, ils ont discuté, il a pris l'engagement d'apporter des précisions par rapport à cette situation. Donc moi je pense que Baouri déjà, qui est un habitué des médias, surtout de la presse privée, sait ce qui se passe. Il avait beaucoup plus d'accès à ces médias privés qu'à notre média d'État qui est la RTG radio ou télé. Donc c'est difficile de voir ces médias qu'il a servi à faire des communications, parce que si on connaît Baouri aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des médias qui parlaient à tout moment, qui lui donnaient le temps d'antenne à tout moment, plus que les médias d'État. Donc voir sous son régime ces médias mourir, je pense que lui-même consciencieusement, même s'il est dans une institution, même s'il est il appartient à un gouvernement ou à une équipe vraiment qui dirige le pays, il devrait avoir au fond de lui ce remords de voir ces médias renvoyer beaucoup de personnes, des reporters, des cadreurs et je ne sais encore qui. Donc il faut qu'on se réveille, quand l'État précisément, Baouri en tête, il faut le dire comme ça, parce que c'est lui qui est aujourd'hui le cordon, la liaison entre toutes ces personnes et l'État, sans oublier les auditeurs. Donc ensemble, les autorités, il faut donc faire tout ce qu'il faut faire. S'il faut faire des réunions pour voir comment travailler pour que tout se passe très bien, parce que la construction d'un État, c'est difficile de le faire sans qu'on ne parle de la presse, sans qu'on ne parle des médias, sans qu'on ne parle de la télé. Aujourd'hui, si on arrive à couper vraiment tous les médias et qu'on reste en silencieux et qu'on ne parle de personne, de rien, on va voir comment les choses vont évoluer négativement parlant. Donc, il faut qu'on essaye de voir ce qu'il faut pour qu'on sorte de cette situation. Il y a un média dont on parle peu,
et qui aujourd'hui, en tout cas, souffre le martyre sans beaucoup de bruit. C'est Dioma, nos confrères du groupe Dioma Media. Dioma Media qui est à 2 ans. 2 ans, le gel des comptes. 2 ans, Dioma est en train de tirer le diable par la queue. Mais Dioma, contre toute attente, continue de résister à toutes ces intempéries. Est-ce que c'est le moment opportun pour féliciter ces journalistes de ce côté? Parce qu'il faut l'apprendre, il y a des gens qui travaillent sans salaire, mais jamais de congé technique. Absolument, je crois que c'est important, c'est une résilience qui inspire, disons... qui doit inspirer tout le monde. Qui doit inspirer... Surtout, le management est très important dans un média. Qui doit inspirer tout le monde. Ouais. Mais je crois que aujourd'hui, il y a un directeur général au niveau du groupe Dioma qui se bat un peu partout et qui essaie un peu de calmer les ardeurs, être ouvert avec tout le monde. C'est important quand vous êtes chef et que vous traversez des crises comme cela et que vous arrivez à communiquer avec vos employés et le personnel, tout ce qui s'ensuit. Je crois que c'est quelque chose qui peut susciter l'espoir et qui peut permettre les uns et les autres de travailler calmement, même si ils n'ont rien en contrepartie. C'est le cas aujourd'hui. Beaucoup de gens, ce qui explique d'ailleurs, mais certains, beaucoup ont quitté, peut-être voyant cela. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que Dioma est dans cette situation depuis plus de 2 ans, disons. Mais seul Dieu sait comment ça se passe. Au-delà, par le fait que les comptes ont été gelés, mais il faut rappeler que Dioma est brouillé de façon continue, même si quelquefois ce n'est pas le cas. Mais Dioma qui n'est plus sur les débouquets que nous connaissons ici, donc ce qui réduit drastiquement les annonceurs et les partenariats et tout ce qui s'ensuit. Et d'ailleurs même, ce qu'il faut dire, c'est que même le gouvernement, nos autorités ont interdit beaucoup de partenaires, beaucoup d'annonceurs de passer par ce média. Passer par des médias privés. Hier, quand même, je reçois l'information et je suis quand même sidéré de voir tout ça. Qu'est-ce que la presse privée, certes, a fait à ses dirigeants pour qu'on se retrouve dans cette situation? Comment allons-nous vivre avec ce qu'ils sont en train de nous imposer? Comme on le dit, et comme le disent souvent les anglophones, wait and see. Attendons de voir. Donc, tout ce qui reste clair, il faudrait comprendre un peu que nous sommes dans une transition et quoi qu'il arrive, cette transition va finir. Est-ce qu'ils sont en train de baliser le chemin pour celui qui viendra? Aujourd'hui, est-ce que les médias doivent tirer des leçons de ce qui se passe? Parce qu'à un certain moment, il faut aussi comprendre que certains de nos confrères ont favorisé cette situation, ont œuvré pour qu'on soit dans ces situations. Absolument. On a crié à Uadia ici pour les associations patronales. À un certain moment, quand notre cher ami Sekou Jamal Pendessa était seul face à ce combat, on a interpellé ici les patrons les associations de presse à refuser d'être toujours du côté des autorités, à rappeler aux autorités que la presse est le 4e pouvoir. Donc, partant de ce principe, je pense qu'il n'y a pas lieu d'assister à tout ce qu'on est en train de vivre. Quand même, c'est sidérant, c'est ahurissant, c'est vraiment écœurant, c'est tout simplement incroyable. C'est absolument incroyable. Incroyable ce qui se passe en Guinée. Ça sous-entend que les médias privés sont devenus une bête noire pour nos autorités. Et ce qui s'annonce là, je suis de ceux qui pensent que même si on a un nouveau Premier ministre, éventuellement nous aurons une nouvelle équipe gouvernementale, mais je ne joue pas au prophète de malheur, mais je ne vois pas Bahouri en tant que Premier ministre pouvoir faire bouger les lignes, parce que, à mon avis, c'est une décision déjà prise. Il faut en finir avec la presse privée. Avec ce qu'ils considèrent par ailleurs comme étant des imbéciles, parce que vous vous rappelez très bien, à un certain niveau, on nous apprend des sourcils. Effectivement, une autorité de ce pays avait qualifié les médias privés des imbéciles, avait même posé la question aux concernés si nous continuons toujours à crier, à émettre ou à crier. Voilà. Donc quand on a une telle perception d'une corporation. Je connais un président d'association qui n'était vraiment pas tendre avec nous. Tu te rappelles à l'époque, peut-être que la personne va se reconnaître, cher grand frère, mais sachez que j'ai l'info,
J'ai tout ce que vous avez dit, mais à l'époque, je ne veux vraiment pas vous répondre, mais je vais un peu rappeler cette histoire. Quand certaines associations de presse se sont battues auprès du CNRD à leur arrivée pour avoir une maison de la presse digne de nom, on nous a servi la villa de quelqu'un qui l'a bâti avec sa sueur, même si on parle d'argent détourné, que je ne vais forcément pas valider parce que jusque-là, la CRIEF n'a pas incriminé la personne. Bon, pas incriminer, trouver les preuves papables pour, en tout cas, incriminer la personne. Je ne peux pas le dire. Il y a ce président, quand il écoutait les commentaires des journalistes qui disaient on nous a offert une maison avec une piscine, machin. Vous savez, à l'époque, les journalistes faisaient de cela un sujet de moquerie, sans pour autant prendre ça après. Il y a d'autres qui disaient mais pourquoi nous donner une telle maison? C'est une villa, ce n'est pas une maison appropriée. On nous dit de prendre ça à l'attendant. Est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné? À l'époque, il y a beaucoup de journalistes qui le disaient. Donc ce confrère, notre frère, parce que je sais que c'est un grand frère à nous, on n'est pas de la même génération, certes, qui disait « Regardez-moi ces imbéciles. Il est difficile d'aider ces imbéciles. On se bat pour avoir, excusez-moi, les mots, j'utilise les mêmes termes qui m'ont été relayés. Regardez-moi ces imbéciles. Regardez-moi ce qu'ils sont en train de dire, après tout le combat que nous avions mené. » Elle va se reconnaître la personne et je ne veux pas aller plus loin. Il sait ce qu'il a dit après. Après, quand j'ai reçu cette information, j'étais vraiment stupéfait. Connaissant la personne et tout ce qu'elle dégage comme autorité, comme personnalité, je me suis dit, ah l'homme. Non, mais c'est tous comme ça aujourd'hui. Si nous traversons une telle situation aujourd'hui, c'est par le fait de certains journalistes, de certains grands frères, de certains même de notre génération, qui ont accepté de monnayer leurs plumes. Acceptons de le dire. Absolument. Et de monnayer leurs plumes. Et de court-circuiter tout élan pris par l'ensemble des médias qui sont devenus aujourd'hui des tops contre nous-mêmes et qui sont en train de tout faire pour que nous soyons complètement bâillonnés. C'est important. On ne peut pas bâillonner la presse si nous n'avons... Vous imaginez si on était effectivement solidaires les uns vis-à-vis des autres, s'il y avait effectivement une unité d'action à l'interne, écoutez, à un certain niveau, les autorités n'allaient pas pouvoir faire tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Ouais. Mais malheureusement, la lâcheté, je ne vais pas citer assez de choses, mais la lâcheté et puis encore une fois, l'insouciance de certains patrons de presse, de certains journalistes ont fait qu'effectivement, ils se sont rendus compte que c'est une corporation dans laquelle il y a effectivement des factions qui sont, qui sont omnibulées par le gain facile. Surtout. Et tout ce qui s'ensuit. Donc, si c'est comme cela, vous avez vu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Finalement, on avait cru comprendre pour un premier temps, ça ne concernait que film. Dioma pour un premier temps. Dioma après film. Après film. Après maintenant, ça s'est élargi aux quatre médias. Dioma, film, espace, évasion. Après, il y a d'autres médias qui subissent les coups, mais pas de façon directe, de façon indirecte, à travers des appels, des menaces de journalistes qui animent de grandes émissions d'écoute ici en République de Guinée. Nous, ça c'est notre savon. On l'utilise chaque matin. C'est pas notre problème que des personnes tapis dans l'ombre utilisent des numéros masqués pour menacer qui que ce soit. Ce n'est pas notre problème. Moi, je l'ai toujours dit. Si tu veux me menacer, décris-moi ton identité et on peut échanger. Mais quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, si tu me menaces, c'est comme si j'étais mieux que toi, j'avais plus de dignité que toi parce que tu n'as pas su ou tu n'as pas pu décliner ton identité. Non, je crois qu'il faut que les uns et les autres s'en rendent compte. Nous sommes un média responsable. Nous sommes des journalistes. Sur un média de développement. Sur un média de développement. Ouais. Nous ne sommes pas des activistes. Nous faisons notre métier. Et puis, peu importe les menaces, d'où elles viennent. Je crois que c'est important. Nous n'avons pas... nous considérons nos gouvernants comme étant des partenaires. Et comme tel, rien ne nous détournera sur notre chemin. C'est celui de l'état de droit. Ouais. Si on considère que les principes de l'état de droit sont transgressés, rien ne nous empêchera de dénoncer cela. Je crois que cela doit être compris par tout le monde. Et ensuite aussi, c'est cette liberté d'expression qui est en train d'être complètement foulée au sol aujourd'hui dans notre pays. Rien ne peut nous imposer un silence face à tout ce qui est en train de passer dans notre pays. Donc que les gens continuent, parce que c'est devenu quotidien, comme vous l'avez rappelé ici. Ouais. Ça passe à tout bout de champ, des menaces, des appels et tout ce qui s'ensuit. Donc,
ça peut continuer, mais nous restons responsables, nous restons journalistes et nous restons comme tels. Je reviens sur le cas de ces associations de presse qui ont été réussies hier par les patrons de presse, enfin les associations qui ont été réussies par le nouveau PM. Le PM, oui. C'est important de le faire, il le sait déjà. On n'a pas besoin d'expliquer au nouveau PM la situation dans laquelle nous vivons. Il le sait, il est au courant de tout ce qui se passe dans ce pays. C'est à lui de voir. Et je suis ce qu'il pense que je l'avais dit ici dès au début. J'ai dit, si Bahouri a accepté d'être Premier ministre, certainement il a eu à poser un certain nombre de préalables pour qu'il puisse être Premier ministre, notamment cette problématique ou cette crise qui assaille les médias. Est-ce qu'il est d'accord d'être Premier ministre et continuer d'être Premier ministre dans une telle situation? C'est à lui de nous édifier, ou l'avenir nous édifiera. Nous avons une crise politique, nous avons une crise sociale. Est-ce qu'il peut continuer comme ça en étant Premier ministre pendant que nous sommes dans une situation de crise multidimensionnelle et que, voilà, lui, Premier ministre, un fervent défenseur des droits de l'homme, un homme de principe, un homme rigoureux, supposé rigoureux, parce que jusque-là, Bahouri, qui était un activiste, donc, qui n'était pas aux affaires, aujourd'hui qu'il est aux affaires, on attend de voir Bahouri à l'œuvre, de voir on sait très bien qu'il n'a pas un pouvoir décrétal, nous sommes dans un régime hyper présidentialiste, et c'est important, mais à un certain niveau, ses propositions, sa personnalité peut faire bouger un certain nombre de choses. Je ne pense pas qu'il soit un bon Premier ministre dans un contexte où nous avons presque tous les médias qui semblent être complètement sur une pente. Hier, j'ai eu beaucoup d'attaques, des pics, des pics dans les réactions des auditeurs et téléspectateurs. Laissez-moi rappeler cet état de fait. Hein, à la prise, à la passation de service de Bahouri, je le répète, pour le média privé qui était, peut me laisser un message pour me contredire. Mais à ce que je sache, aucun média privé n'y était. Aucun. Et ça, on s'est tous contentés du compte rendu de la DCI du tout-puissant. DCI Moussa Moïse. D'accord. Moi, je pense que c'est quelque chose, depuis cette égratignure qui a commencé, que la presse a reçu ces derniers mois et jusqu'à la fin de l'année 2023, cette égratignure est devenue une plaie. La plaie, j'ai peur que ne se gangrène. Et après cela... Parler de cancer. On parle de cancer. Ouais. Aujourd'hui, déjà, la plaie est là. Ça commence à se gangréner. Et je commence à voir les premiers symptômes de cancer. Ouais. Parce que déjà, on commence à couper là où c'est encore plus important. Là où les branches, les branches sont beaucoup plus intéressantes. En coupant comme des médias comme Espace, comme Dioma, comme Film ou je ne sais encore où, Évasion, ça fait peur. Ça fait peur qu'on se retrouve dans cette situation. Un pays qui se réclame un pays démocratique, même si ceux qui sont au pouvoir ne sont pas venus par la voie des élections, mais aujourd'hui, on fait des promesses, on tient des discours à l'Assemblée aux Nations Unies, au nom de la démocratie, ou quoique on veut changer quelque chose, parce que ce qui était là suite au troisième mandat n'était pas une bonne chose et qu'aujourd'hui on veut qu'on aille de l'avant, qu'on ait une bonne base, on ait une économie de rente et que le développement soit réel dans ce pays. Mais avec cette situation ou avec cette allure, moi je commence à me demander jusqu'où nos dirigeants actuels peuvent nous envoyer. Peuvent nous envoyer parce que pour moi, ce qui s'est passé déjà depuis l'investiture de la passation de l'actuel Premier ministre, la prise de fonction. Sa prise de fonction de Bahouri, sans presque la presse privée, en tout cas il n'y en avait pas. Audiovisuel. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait même pas. Même les sites. Ça devrait être un signe pour Bahouri. Il devrait un peu remuer sa tête et dire qu'il y a un problème. Et ce problème, il faut qu'on essaie de trouver la solution. Parce que moi, personnellement, la première évaluation que je vais commencer à faire de Bahouri, c'est ce qui va sortir de l'entame de cette négociation ou de solution qu'on veut trouver entre la presse et les autorités actuelles du pays. Parce que s'il a pris l'engagement de faire quelque chose le plus tôt que possible,
et qu'au finish, on arrive à avoir une déclaration qui ne nous rassure pas, qui ne permet pas de retrouver ces médias sur les bouquets que nous connaissons, qu'on ne retrouve pas, on n'arrive pas à les écouter partout, et que la motivation ne permette à Lamine Guirassy ou à Dafo Média de rappeler ces 70% de personnes. Ou à Fim d'Aboubacar Diallo. Je vais dire qu'on est mal barré et que ce n'est pas un bon signe, parce que un pays avec une bonne dose de démocratie, c'est une presse libre et pluraliste. Si cela n'existe pas dans un pays, il faut commencer à se prendre la tête. Parce qu'à l'allure où vont les choses, je commence à douter. Bien. Et que je commence à penser même que Bahouri, est-ce qu'il peut avoir le bâton magique pour pouvoir vraiment changer la mentalité, la façon de voir les cadres ou la junte aux militaires. Je doute fort, parce que je vais me dire, pourquoi Bahouri a eu cette capacité, comment il a eu cette capacité de faire changer la vie de la junte au pouvoir, Amara Kamara, le général Mamadi Doumbouya, et que c'est lui qui arrive à gérer les choses. Autre chose également, liée à cette presse, sérieusement, il faut se dire qu'on devrait avoir cette union. Et quand on dit presse, je crois qu'il ne faut pas que nos amis de la RTG arrivent à s'exclure, qu'on dit non, c'est la presse privée. Il faut qu'il y ait cette solidarité de la part de tous les médias guinéens. Parce que si on est touché, vraiment, on dira que c'est la corporation qui est touchée, si au niveau de la presse privée, mais aussi au niveau de la presse publique. Voilà. Bien, ce qui est déjà compris, on va aller avec cette première réaction de nos auditeurs. Bonjour, finalement, cette transition devient une problématique pour le CNRD. On doit se demander qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays. Les revendications se multiplient un peu partout. Personne n'est épargné en lieu et place de promouvoir la main-d'œuvre. On l'a tue, c'est de notre fidèle auditeur Alpha Zidane Depu et Kiroti. Nous ne cesserons de le rappeler. Courage à la presse guinéenne dans son entièreté. Courage à nos confrères du Joma Media, de FIM FM, d'Évasion et de Adafo Media. Courage à tous ces confrères et consoeurs qui se retrouvent à la maison parce que certaines personnes tapies dans l'ombre ont voulu ainsi. Continuons à résister. Courage au peuple de Guinée. Comme le disait Aristote, la plus grande injustice est de traiter également les choses inégales. Vous savez, le crime vraiment de ces médias, c'est quoi? De la presse, c'est quoi? C'est parce qu'on exerce son métier. Parce qu'ils sont en train d'exercer leur métier dans des institutions, dans les écoles supérieures, agréées, acceptées ou construit même par l'État. Parce que l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia, cet institut, c'est l'État. Sans compter les autres écoles privées, c'est l'État. Donc si on pense que la presse, ce n'est pas nécessaire, qu'on veut construire juste ou former juste des communicants purs et durs, qu'on essaie de le voir, il y a un centre de formation au niveau du ministère de la Communication. Un centre de formation qui peut faire cela. Mais si on pense qu'ils vont sortir de ces écoles reconnues, acceptées, et que des gens, ceux qui sortent de ces écoles, qui écrivent bien, qui font des bons reportages, qui sont des correspondants des médias étrangers, et qu'aujourd'hui, qu'on ne n'arrive pas à les accepter, mieux vaut fermer ces écoles, et que les gens commencent à devenir des mécaniciens ou je ne sais encore quoi. Non, je crois que je comprends un peu disons, les inquiétudes de bas, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons en face de nous des gens qui ne veulent pas qu'on les rappelle à l'ordre. Non, ce sont des gens qui sont allergiques aux critiques. Voilà, donc d'où l'arrogance et tout ce qui s'ensuit. La presse est indispensable un peu partout à travers le monde. On ne peut pas, c'est l'oxygène de la démocratie, de l'état de droit et tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas dissocier, c'est impossible. Et je crois que ce qu'il faut rappeler aux gens et aux autres, c'est qu'on en a connu assez de régimes depuis longtemps. Depuis Sékou Touré. Les régimes passent, mais la presse, elle demeure, elle reste. Donc je crois que c'est important. Quoi qu'on dise, je crois que cette situation va passer, on l'espère très bien.
Et après, dans les jours à venir, dans les mois à venir, on restera ici, on verra aussi ce qui va se passer. En tout cas, on va attendre. Le temps est le meilleur juge, comme le disent des observateurs. Aujourd'hui, c'est notre tour, le tour de la presse. Demain, tout peut changer. Gardons encore de l'espoir. Continuons à être résilients parce que c'est ça aussi la vie. Il faut laisser le temps au temps. Tout à l'heure, nous prenons la direction de Kaloum où des étudiants sont en train d'organiser un sitting devant le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Bienvenue si c'est maintenant, vous nous rejoignez dans le scanner. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Somphonia. Chez moi, il y a de l'eau, pas comme à la cité. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Merci une fois encore de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement, et dans cette émission, le scanner. Si vous nous suivez à Conakry, vous êtes sur la 89.5. À la télé, vous nous regardez sur le numéro 113 du bouquet Star Time sur Facebook, c'est groupe Kavi Média. Vous pouvez laisser vos réactions sur le 629 95 67 2 fois 629 95 67 2 fois ou nous écrire sur notre page Facebook groupe Kavi Média. Ça, c'est sur Facebook. Si vous nous suivez de ce côté. On parle de ce sitting des étudiants du collectif des étudiants des universités publiques de Guinée qui crie à la déception avec une panoplie de revendications. Tout à l'heure, nous allons essayer de joindre Mamadou Alpha Diallo. Il est secrétaire général chargé aux affaires extérieures du collectif des étudiants des universités publiques de Guinée. Monsieur Diallo est déjà au bout du fil. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Et vous? Ça va, on est là. Dieu merci. On nous apprend que vous organisez un sitting du côté devant le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation à l'instant même. Dites-nous pourquoi ce sitting? Oui, effectivement, le collectif des étudiants est à ce niveau-là aujourd'hui en train d'organiser un sitting au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Permettez-moi avant tout d'abord de vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à l'étudiant guinéen. C'est déjà un réel plaisir de montrer que vous êtes là pour diffuser l'information là où ça se doit. Alors, le collectif des étudiants, suite à l'absence de prise en compte de différentes revendications que nous avons reformulées depuis le 27 février de ce mois, par les autorités universitaires et ministérielles, nous avons décidé d'appeler à tous les étudiants situés au niveau de la capitale à un sitting devant le ministère ce jeudi 7 mars à partir de 10h. Et dans ce fait-là, nous avons essayé d'écrire un communiqué que nous avons lancé portant sur certains points de revendication dans les universités et instituts publics de Guinée, qui sont entre autres l'application du règlement des études de l'arrêté en 2007 3475 MNRS
4 du 11 octobre 2007 sur la promotion sortante et les 2 dernières promotions en cours de cycle. Les raisons qui motivaient cela, depuis 2 à 3 ans comme ça, des milliers d'étudiants guinéens évoluant selon le principe du règlement des études de l'arrêté, je dis en 2007. Ce même arrêté-là, nous avons été évalués conformément à ces exigences. Et c'est après différentes interrogations orales et écrites que nos amis et nous avons eu à faire. Et maintenant, à la fin de tout ça, on nous dit qu'ils vont appliquer maintenant ce règlement datant depuis 2019, ainsi que de son application à notre système de notation, une réglementation que nous jugeons inopinée et inégalement appliquée, non appliquée dans son intégralité. Pourquoi on le dit comme ça? Si nous prenons l'article de cet arrêté, l'article 104.5 de cette charte qui a été approché par notre ministre global, qui stipulait que cet arrêté-là s'applique au niveau des institutions et publiques et du privé. Maintenant, là, c'est pas que je suis en train de stigmatiser le privé ou quelque chose comme ça, mais la question qui se pose, pourquoi ils décident maintenant là d'appliquer ce programme-là, cet arrêté-là, qu'au niveau du public? Vous n'êtes pas sans savoir que moi, personnellement, je me dis qu'un étudiant par exemple, qui fait télécom à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et un étudiant qui fait télécom, par exemple, à l'université Kofi Annan, au niveau du marché d'emploi, ils sont au même niveau d'égalité. Donc là, c'est pas. Mais maintenant, par rapport, l'un a une notation aussi d'un autre système, tandis que l'autre a une notation d'un autre système. Vous voyez un peu les différences. Donc après ça, on a aussi essayé de parler de l'installation du réseau Wi-Fi dans toutes les universités et instituts publics de Guinée. Déjà, nous saluons les efforts qui sont en train d'être effectués, qui sont déjà là. Ils ont commencé par endroits, c'est déjà bien, mais nous demandons plus d'efforts parce que cette mesure est essentielle pour favoriser l'accès équitable à l'information et aux ressources éducatives, qui facilitera la recherche scientifique et permettra aux étudiants de développer des compétences dans plusieurs domaines, parallèlement à leur domaine d'application. Et ça, c'est dans tout le pays. Alors, oui. Mamadou Alpha Diallo, est-ce que vous condamnez l'injustice que vous subissez, vous, les universités publiques, au détriment de celles privées? Est-ce que c'est cela? C'est là où se trouve tout votre problème? C'est une mesure qui est prise et qui concerne l'ensemble des universités, donc publiques, privées, et que vous vous rendez compte qu'à l'évidence, elle ne s'applique qu'au public. Non. C'est un des facteurs, mais c'est son application en question même qui fait en danger l'avenir de certains étudiants. Pourquoi je le dis comme je me permets de dire ça, parce que voyons voir, quelqu'un qui n'est pas, comment est-ce que je vais le dire? C'est la partie où on a parlé de la suppression des mentions sur les diplômes. Ça, à ce niveau-là, nous le réclamons parce que, au profit de l'inclusion des relevés de notes détaillées, cette mesure permettra une représentation plus précise de nos performances, offrant une vision complète de nos compétences. En adoptant cette approche, nous visons à promouvoir une évaluation juste et transparente de nos aptitudes, tout en facilitant notre intégration sur le marché et dans les cycles d'études supérieures. Donc, au-delà de ce point, que demandez-vous de plus, au-delà de cette nouvelle réglementation? Nous avons aussi demandé la révision de nos programmes universitaires aux réalités du marché de l'emploi. Nous sommes des milliers d'étudiants bénéficiaires d'un enseignement qui ne facilite pas vraiment l'intégration professionnelle sur le marché de l'emploi en raison de l'inadéquation de nos programmes aux besoins des entreprises. Peut-être que certains nous diront que oui, nous ne sommes pas des experts, c'est vrai, pour juger le système, mais avec l'avancée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous savons un peu partout ce qui se passe. Les programmes les plus recherchés, les profils les plus recherchés sur le marché de l'emploi. Donc, si je vous comprends très bien, vous voulez que certains départements disparaissent, c'est ça? Ou qu'on améliore les programmes? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Non. Oui, allez-y. Non. C'est pas ce qu'on essaie de dire. Mais vous savez, toute chose, même quand nous prenons, supposons qu'un modèle de voiture, chaque année ça évolue. Et donc, il faut s'adapter en fonction de ça.
le monde est en train d'évoluer, les technologies sont en train d'évoluer. Donc, il faut que nos institutions s'adaptent à ce niveau-là. Ok, mais est-ce que vous avez essayé de faire des démarches à l'intérieur, à l'interne d'abord avec les différents recteurs ou bien avec les différents directeurs de ces institutions? Ou le ministère même? Oui, permettez-moi de revenir un peu sur la position jusqu'à ce que nous sommes arrivés ici aujourd'hui. Nous avons, pour un début, ça a été passé par nos différents recteurs et directeurs de la plupart des instituts où nous avons essayé de remonter nos revendications-là. Et à un certain moment donné, il y en a, à vrai dire, ça n'a pas bougé. Et je me permets de vous rappeler, hier, par exemple, la conférence des recteurs et directeurs de Guinée, ils ont essayé de faire un communiqué en disant que c'est un soi-disant collectif d'étudiants de Guinée qui essaye de mettre en place un certain nombre de revendications pour semer les troubles. Mais ils sont vraiment au courant, ils ont tous reçu des courriers et ce n'est même pas aujourd'hui, avant même le 27, pour la petite information, on avait essayé de communiquer avec eux, on les avait déposé tous les courriers nécessaires. Maintenant, Diallo, par rapport à cette question, nous, on a eu, maintenant, on ose le dire, oui, il faut le rappeler, on a eu votre président, le président national des étudiants de Guinée. Je pense que c'est un certain... Rappelez-moi son nom, je veux que ce soit sûr, je veux être sûr que c'est lui. Qui est le président national des étudiants de Guinée? Et du Mariko Sidibé. Mariko, bien. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on avait eu Mariko hier? Oui. Yaya, tu es d'accord avec moi qu'on a eu Mariko hier? Absolument. Bien, je vous relaterai concrètement les faits. Nous avons eu Mariko, avant de vous avoir au téléphone, Mariko qui a commencé à nous expliquer un certain nombre de situations, de réalités et de revendications. Oui. Mais fort malheureusement, il a reçu un coup de fil d'un recteur d'une université publique que nous allons taire le nom, avec qui il a échangé. Et depuis lors, il n'a pas daigné répondre à décrocher nos appels. Depuis lors, je vous dis, ça c'est hier aux environs de 16h. 16h jusqu'à 18h, on tentait de le joindre, il n'a plus décroché. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre mouvement, votre président même n'est pas dans le sac? Non. Ben, s'il est là-bas, vous pouvez lui poser la question. Vous lui dites que Abdallah vous a appelé, effectivement, il vous dira que oui, je l'ai appelé, mais il n'a plus décroché. On l'a appelé une vingtaine de fois. Permettez-moi, déjà je suis avec lui et nous sommes déjà sur le terrain. Je ne sais pas, peut-être que c'était le moment qui n'était pas opportun, mais soyez-en rassurés, il est le premier militant de ce mouvement-là. D'accord, puisque vous le dites. Maintenant, avec les différents recteurs et directeurs, qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour que vous arrêtiez de continuer cette manifestation, ce sitting? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Allô? Mamadou Alpha? Oui, allô? Oui, les différents recteurs ou les directeurs avec qui vous êtes rentrés en contact pour les différentes négociations avant le sitting, eux, ils disent quoi maintenant? Bon, vous savez, ils n'ont pas fait un retour que ça. Donc, cela veut dire qu'ils ont reçu ce que nous voulions leur dire et ils ont décidé de rester calmes, de peut-être pas nous écouter ou pour eux, c'est pas un mouvement que ça. Ok, mais jusqu'où vous êtes engagé à aller vraiment à décrocher ce que vous voulez dans vos revendications? Jusqu'où vous êtes engagé d'aller jusqu'au bout? Bon, nous sommes prêts à aller jusqu'à ce que nos points de revendication soient respectés. D'accord, donc au-delà de ce sitting, vous prévoyez d'autres activités? Oui, ça fera l'objet de notre communiqué, monsieur le journaliste. Dites-moi, excuse-moi, dites-moi aujourd'hui, devant le ministère, est-ce qu'il y a une forte mobilisation? Parce qu'on nous apprend de ce côté qu'il y a une minorité d'étudiants, que les étudiants n'ont pas répondu à l'appel. Est-ce que vous confirmez cette information? Demandez-leur, ceux qui sont déjà sur le terrain, là, ils disent qu'ils voient une minorité. L'heure précise, nous avons dit c'est à partir de 10h, 10h30. Et même nous qui vous parlons maintenant, là, nous ne sommes pas pratiquement sur le lieu en question parce que il y a des stratégies à respecter quand même. Ouais. Comme les hommes de médias, n'avez-vous pas peur de prendre quelques coups de gaz lacrymogène?
Naturellement, on a peur, mais on a des revendications aussi nobles que nous ne pouvons pas rester à la maison. Sinon, on a peur et c'est pas rester pour tout ça. Revenons en arrière, Mamadou Alpha. Pourquoi vous optez pour l'ancienne réglementation, c'est-à-dire celle de 2007 et pas celle de 2019? Parce que c'est là où se trouve tout le problème. Oui. Vous nous recevez, Diallo? Oui, je vous reçois, oui. Pourquoi vous rejetez cette réglementation qui date de 2019 et que vous optez pour celle de 2007? Attention. Je vais essayer de me permettre de rectifier un peu. Le programme, c'est pas qu'on rejette l'arrêté de 2019, mais c'est la manière dont l'arrêté est appliqué. Le système qui est là, le système RMD, c'est déjà un système que nous ne condamnons pas. C'est un système qui a aussi ses avantages et ses failles, mais nous ne condamnons pas le système en question. Mais c'est la méthode. Quelle est la méthode? Je vous donne un petit exemple. L'arrêté a été depuis 2019. Je pense qu'il y a une institution qui avait appliqué cela. Maintenant, de 2017, là, ils ont laissé, de 2019, ils ont laissé 2020, 2021, 2022, 2023, à la promotion sortante-là qu'ils essaient d'appliquer cela. Mais pourquoi? Nous ne comprenons pas. Et l'autre interrogation, pourquoi ça ne s'applique qu'au public et non au privé aussi? Vous voyez tout ça? Oui. Donc, aujourd'hui, vous sentez du 2 poids, 2 mesures. Oui. Ok, qu'est-ce que vous demandez aux recteurs? Puisque vous dites que les recteurs ont produit un communiqué pour, pourquoi pas, pas désapprouver, pour déséquilibrer votre combat en disant que ce sont des ou c'est un soi-disant collectif qui est là. Ce n'est pas... Merci. Dévaloriser votre combat. Hein, merci pour le mot. Dévaloriser, c'est ça effectivement. Alors, nous, nos recteurs, c'est avant tout nos enseignants, nos responsables, et nous sommes là. Ils doivent savoir que ce sont ces étudiants à eux, leurs enfants, leurs petits-fils qui sont là à réclamer des choses. Qu'ils nous écoutent, qu'ils essayent de voir vraiment pourquoi on est en train de revendiquer. Soyez-en sûrs, s'il n'y avait pas raison de revendiquer, nous n'allions pas le faire. Bien. Alors, vos relations avec les universités de l'intérieur, est-ce que vous êtes dans le même combat, ou dans le même vision. La même vision? Oui, les étudiants, les universités de l'intérieur sont du même avis que le collectif national. Mais maintenant, au moment où vous faites le sitting ici, ceux de l'intérieur sont en classe. Vous dites? Au moment où vous êtes prêt à aller maintenant à ce sitting 10 minutes, dans un instant, vous devrez être sur le site comme prévu. Vous êtes sur le terrain, vous êtes dans la ville de Conakry, mais ceux qui sont à l'intérieur maintenant, à Bokeh, à Kindia, à Farana, à Kankan ou à Zérekore, sont en classe maintenant. Oui, parce que on l'a décidé ainsi. C'est une synergie, c'est un système. On les a pas. L'objectif, c'est pas de chercher les cours automatiquement. C'est pas, en aucun cas, ça a été la vocation ni l'objectif du collectif des étudiants. Mais de chercher à ce qu'ils acceptent et revoient nos points de revendication. Mais pour un début, nous avons déjà le programme là. Et nous verrons par après les autres points, comment est-ce que nous allons endosser le fond et par après on verra. Pour le cas spécifique de Conakry, les étudiants de Conakry, vous êtes aussi sur le terrain. Est-ce que les autres étudiants de Conakry sont aussi en classe dans les amphithéâtres maintenant? Allô? Est-ce que les autres étudiants, ou est-ce que c'est tous les étudiants de Conakry qui seront avec vous, ou bien c'est une stratégie, certains seront en classe et vous autres sur le terrain? C'est leur choix. L'objectif, c'est pas, comme je le disais tout à l'heure là, c'est pas de dire aux gens de ne pas aller en cours. Mais si nous prenons par exemple une université déjà très très proche de Kaloum, je dirais la ville, si vous essayez de vous rendre sur le terrain, je tel le nom, vous allez voir qu'il n'y a effectivement pas cours. Mais là, en aucun cas, le collectif a dit aux gens de boycotter les cours, mais d'aller assister au sitting. Donc, ça c'est pour déjà montrer aux gens, ceux qui pensent que le combat est un ordre, ils seront sur le terrain. Mais vous avez besoin d'un maximum de mobilisation pour pouvoir avoir gain de cause. Parce que c'est... on suppose que vous êtes dans un rapport de force. Ouais. C'est cela? Oui.
Bien. Bien, ce qui est déjà compris. En tout cas, merci Mamadou Alpha. Je rappelle que vous êtes le secrétaire chargé aux affaires extérieures du collectif. Merci de répondre à nos questions. Merci. Une pause et derrière, nous prenons la direction du Sénégal pour parler de cette actualité africaine qui défraie la chronique. Une journée de mercredi très très chargée du côté du Sénégal. Le Conseil constitutionnel qui rejette la date du 2 juin et Macky Sall comme un Usain Bolt, je peux le qualifier ainsi, a directement pris le taureau par les cornes pour prendre une décision exclusive. Vous allez le savoir tout à l'heure après cette courte pause. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sophonia. Il y a de l'eau, pas comme à la cité. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. On mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Chaque jour, l'actualité se plie au débat interactif quand il est 9h à Conakry et sur Kavi Média, le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Nous allons aller avec ces différentes réactions des auditeurs et téléspectateurs. Cette autre réaction qui nous dit « Bonjour Abdallah, l'arrivée du CNRD a tué des milliers d'emplois, appauvri et affamé la majorité du peuple. Qui sait le nombre d'opérateurs économiques qui ont fermé les magasins à Madina, des PME, entrepreneurs, disparition. Et maintenant qu'ils s'attaquent aux médias qui, par le passé, ont contribué au sale boulot. Cela démontre qu'il faut s'unir pour combattre cette dictature, sinon on périra ensemble. Le pouvoir n'a pas d'amis. Amadou Bambaya Diallo depuis Sonfonia, notre fidèle auditeur. Merci, cher ami. Bonjour le meilleur de sa génération, Abdallah Kamara. Bonjour à tous. Après les politiques, les acteurs de la société civile, c'est au tour des médias qui traversent un moment difficile. Le CNRD est en train de faire le sale boulot en confisquant la liberté d'expression dans ce pays. Je demande à la presse de rester unie et soudée, surtout ne pas en rang dispersé. Que Dieu nous protège tous. C'est Boïba depuis Mbalia dans Kissidougou. Merci Ba du côté de Kissidougou. Et cet autre SMS. Bonjour à la plus grande radio et à vous fidèles auditeurs et auditrices. La situation des médias en Guinée, notamment chez FIM FM, Dioma FM et Evasio FM est très préoccupante avec la pression exercée par la HAC et les difficultés financières rencontrées par le groupe Adafo Média. Je vous dis ceci, il veut vous agenouiller, vous pousser à devenir des mendiants. De nombreux journalistes sont aujourd'hui expulsés de leur maison. Beaucoup de journalistes peinent à subvenir aux besoins de leur famille. Mais tout cela est de votre faute, vous journalistes, car c'est l'union qui fait la force. Il ne s'agit pas de dénoncer sur les radios, car ça suscite des inquiétudes quant à l'avenir de ces radios. Il est essentiel de suivre de près l'évolution de la situation et d'espérer que des mesures seront prises pour assurer la continuité des médias et protéger les emplois. Bona Oula
Diallo depuis Kiroti. Merci, chers auditeurs, pour cette appréhension. Bonjour, comment allez-vous? Comment allons-nous, vivre sans l'information? C'est vraiment triste de voir le CNRD qui nous prive notre droit à l'information. Nous demandons aux autorités de libérer les médias immédiatement. Je vous remercie. Ba Mamadou Mouktar Lambea Dingirai. Merci mon cher ami Ba. Continuez toujours avec vos différentes réactions sur le 629 95 67 67 et cet autre SMS. Rebonjour. Certes, la presse traverse une période de vache maigre. Sachez que vous êtes victime de vous-même dans les départements où la présidence sont bombardés des journalistes, mais vous les entendez pas. Ne serait-ce que pour une simple sortie pour dénoncer le musellement de la presse. Après, ce sont eux qui viendront nous raconter du n'importe quoi. Sortons de ce silence. Alpha Zidane Diallo depuis Kiroti qui revient dans cet autre message. Nous, on prend la direction du Sénégal. Je vous l'annonçais tantôt. C'est un sale temps pour Macky Sall. Avec une journée à multiples rebondissements, le président a été débouté par le Conseil constitutionnel. Celui-ci, après examen, a rejeté la date du 2 juin prévue pour la tenue de la présidentielle à la suite d'un premier report. Il rappelle que la tenue du scrutin dans les meilleurs délais veut tout simplement dire avant la fin du mandat de Macky Sall le 2 avril 2024. Sans perte de temps, le concerné a fixé au 24 mars la tenue de l'élection présidentielle. Il a aussi dissous le gouvernement et nommé un nouveau Premier ministre comme chef du gouvernement. C'est l'actualité. Mohamed Ba, on en parle. Oui, c'est l'actualité. Je pense que il faut remercier, il faut féliciter vraiment la Cour constitutionnelle du côté du Sénégal, mais également féliciter le citoyen sénégalais tout court, parce que ce qui est en train de se passer dans ce pays, vraiment c'est à féliciter. C'est une véritable leçon de démocratie qu'ils sont en train de nous donner ces derniers temps. Et on a vu que la velléité de l'actuel président sénégalais Macky Sall, qui voulait d'une manière pleine de ruses, pleine de Zidane, des passements de jambes qu'il a essayé de faire pour dribbler complètement le peuple sénégalais, mais ils sont restés stoïques, présents, sans pouvoir se laisser faire. Cette tentation, c'était d'abord jouer sur le temps, prolonger un peu, envoyer jusqu'au mois de décembre et essayer d'organiser des rencontres afin de briguer un troisième mandat. C'est que la Cour constitutionnelle n'a pas voulu vraiment accepter de la part du président actuel du Sénégal, dont Macky Sall a déjà son deuxième mandat qui doit finir le 2 avril prochain. Donc cela veut dire que le peuple sénégalais n'a pas du tout besoin des billets, des sacs d'argent qui circulent, parce qu'il faut souligner que si vous voyez Macky Sall est arrivé à ce niveau à vouloir briguer un troisième mandat, que c'est parce que quelque part il y a eu cette tentative de certains qui ont accepté cette volonté. Mais au sommet de l'État, au sommet du pays, la Cour constitutionnelle n'a pas voulu accepter cela. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a quelques années, on a connu le cas d'Abdoulaye Wade et qu'on a assisté à la création de ce qu'on appelle le mouvement Yanamar et qui a pu faire beaucoup de choses et qui a permis aux Sénégalais de changer le régime et que Macky Sall est arrivé. Aujourd'hui, on a été tous secoués, ça il faut le dire comme ça, qu'on soit sénégalais ou de ouest-africain, on a cru comprendre que c'est parti aussi pour le Sénégal parce que c'était les derniers points qui existaient dans la sous-région, qui ne connaissent pas des mouvements sociaux à un niveau très élevé, des changements ou de la violation de la démocratie à un niveau encore plus inquiétant. On a vu la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, le changement a eu lieu, c'est parti. Le Mali, on se connaît ce qui se passe, la Guinée, il n'y a rien à dire, Burkina, Niger, un peu partout. Maintenant, le seul point où la référence pouvait être accordée, c'était le Sénégal. Et on a vu le président donner des dates pour
annuler, vraiment donner un décret qui annule l'organisation des élections, qui appelait le peuple sénégalais à ces élections. Et ce changement, ça a été un boom et ça nous a effrayé. On a dit c'est parti. Vu ce qui s'est passé au Sénégal et ce qui s'est passé au Mali, en Guinée, au Niger, au Burkina, je crois c'est fini. La démocratie en Afrique, c'est parti. C'était sans compter sur le peuple sénégalais, sans compter sur les institutions vraiment démocratiques de ce pays qui sont vraiment très solides et qui ont pu démontrer vraiment que ce n'est pas possible de pouvoir accepter. Et moi je vous dis, je ne m'attendais pas à ce changement, je ne m'attendais pas à ce revirement. Tu n'imaginais pas ce scénario? Je n'imaginais même pas ce scénario aujourd'hui, parce que tellement c'est devenu une habitude, c'est de la mode maintenant, ce changement brusque, et vraiment à la tête de l'État. Mais vraiment, c'est un chapeau pour le peuple sénégalais, et c'est un chapeau pour vraiment la Cour constitutionnelle de ce pays. Un véritable, vraiment, je ne dirais pas que c'est une véritable leçon, mais vraiment c'était une référence pour les autres cours constitutionnelles de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire de toute l'Afrique. Bien, oui, Yaya Diallo, Sonko qui affaiblit le pouvoir de Macky Sall, Sonko à travers une opposition dure qui parvient à faire fléchir et à gâcher, mettre en péril, tous les pièges tendus par Macky Sall, toute la stratégie de Macky Sall. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le plus heureux au Sénégal, c'est Sonko? Ah, je ne saurais le dire. Ce qui est important, c'est que tout est parti de Sonko pour qu'on en arrive jusqu'à ce niveau-là. Sonko qui était devenu d'une manière ou d'une autre l'opposant principal face au régime de Macky Sall, qui avait dédomé les judiciaires, politico-judiciaires, il faut le rappeler, face au régime de Macky Sall, de Adji Sarr, en passant par, disons, ces complots, cet acte qu'on qualifie de complot contre l'État et le terrorisme et tout ce qui s'ensuit. Et finalement, on l'avait accusé aussi pour manipulation de la jeunesse et tout ce qui s'ensuit. Finalement, on l'avait inculpé pour d'autres chefs d'accusation. Il est en prison, ce qui fait que beaucoup de gens au début avaient crié à une cabale judiciaire orchestrée par le régime en place. Et finalement, c'est cette velléité d'un troisième mandat qui était devenu à la mode au niveau de la sous-région. C'est en Guinée, c'est en Côte d'Ivoire, c'est un peu partout. Donc, beaucoup de gens ont compris le débat. Enfin, Macky Sall avait fait de telle sorte que le débat soit alimenté et que chacun puisse s'exprimer là-dessus pour pouvoir effectivement voir la position du vent. Effectivement, c'est une stratégie classique pour comprendre la position et sonder un peu l'opinion de manière générale. Il y avait eu une guerre d'interprétation de la loi à l'époque entre l'opposition, certains juristes et certains membres de l'exécutif sénégalais. Il y avait certains qui pensaient que aucune loi n'interdisait à Macky Sall de briguer un troisième mandat. Maintenant, moralement, est-ce qu'il le pourra? C'est donc la question ou la responsabilité revenait à Macky Sall de voir du point de vue moral et éthique, est-ce qu'il pouvait briguer un troisième mandat. De l'autre côté, on avait effectivement dit c'est une tradition. Jamais quelqu'un n'a pu briguer un troisième mandat au niveau du Sénégal. Donc les lois sont claires. Vous connaissez très bien comment nos juristes fonctionnent dans le cadre de l'interprétation de la loi. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est cette même histoire du troisième mandat qui avait poussé les opposants d'alors dans lesquels se trouvait, je parle de l'opposition d'alors dans laquelle s'est trouvé Macky Sall en 2012, c'est ce qui avait créé cette coalition qui avait permis à Macky de devenir président de la République sénégalaise, dont on ne voyait même pas venir premier, parce que beaucoup voyaient Idrissa Seck. Finalement, à l'époque, il s'était rendu compte que c'était la seule façon, la seule manière de pouvoir barrer la route au vieux Wade. À l'époque, effectivement, le pacte a été signé. C'est lui qui a arrivé premier parmi les opposants, devrait être accompagné. Finalement, ce qui fit fait. Maintenant que Macky Sall a fait son deuxième mandat, je crois que on était tous d'accord. Il était temps pour lui de quitter et de laisser la main à une autre personne. Mais là où se trouve le problème, c'est que Macky Sall n'avait pas pu avoir un dauphin qui faisait l'unanimité au sein du camp présidentiel, en l'occurrence Abdoulaye Ba. À l'époque, il misait sur le troisième mandat qui n'avait pas pu marcher face à la résistance et à la résilience de la population
sénégalaise, de ses institutions et de ses acteurs sociopolitiques. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Il avait bien voulu préparer Amadouba au lieu d'Abdoulaye Ba. Amadouba. Et finalement, il fallait effectivement passer par Amadouba, qui était Premier ministre, parce qu'il faut le rappeler, ce poste de Premier ministre a été ramené pour pouvoir préparer un dauphin constitutionnel, voilà, pour créer une personnalité autour de lui, de l'aura et tout ce qui s'ensuit, parce que Macky Sall, à l'époque, avait complètement supprimé ses postes de Premier ministre. Donc, c'était taillé sur mesure pour pouvoir présenter un candidat, en l'occurrence Amadouba. Amadouba, finalement, qui ne fait pas l'unanimité à l'interne, mais qui manque de charisme, de personnalité pour pouvoir convaincre l'opinion sénégalaise. C'est quelqu'un qui a un background, qui est un économiste, qui a été ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, qui a un parcours très honorable, mais qui n'arrive pas à convaincre, même au niveau de la mouvance présidentielle. Donc, c'est qui continue jusqu'à ce qu'on arrive à parler d'un glissement qui pouvait aller jusqu'à 10 mois, effectivement, mais ce qui n'a pas pu effectivement faire l'unanimité même au niveau de certaines institutions de la République, notamment le Conseil constitutionnel. On avait assisté à certaines démissions au niveau du camp présidentiel, certains qui contestaient effectivement, parce qu'ils voient effectivement une façon, je sais pourquoi je parlais de cette façon à la congolaise. Joseph Kabila n'avait pas fait un troisième mandat, mais il y avait un glissement. C'est au courant de ces glissements qu'il avait présenté son candidat à lui. Il y avait toute l'opposition aussi qui avait leur candidat à eux, mais il avait fait un deal pour faire de telle sorte que, puisque Chadari, Emmanuel Ramajani, Emmanuel Ramajani, qui était le candidat de la mouvance présidentielle au Congo, était vu comme étant celui qui allait, pouvoir continuer à gouverner au nom de la mouvance présidentielle. Mais constatant effectivement cette opposition à l'interne même de la mouvance présidentielle et au niveau du peuple congolais, il a pu s'arranger pour que, l'actuel président Tshisekedi, qui n'avait que 6 mois, enfin, 1 an d'expérience politique au niveau de l'ADPS, le parti de son papa. Donc, vous avez vu, est-ce que c'est le cas au Sénégal? Parce que Macky est conscient que Amadouba, face à n'importe quel opposant, en tout cas les ténors de l'opposition ou de la classe politique ou de la classe politique sénégalaise, c'est pas possible qu'il puisse passer. Non, mais est-ce qu'il y a des tractations? Est-ce qu'il est conscient? Il est très conscient de cela. Il est conscient, il n'allait pas le présenter. Il préfère quitter et puis rendre le tablier pour ne pas. C'est une stratégie, c'est de la politique. J'ai dit, il peut être le candidat de la mouvance présidentielle et parallèlement qu'il puisse coacher certains qu'on suppose être de l'opposition. Parce qu'est-ce qu'il faut rappeler? Oui, évidemment, qui peuvent rouler pour lui. Tout lui, et qu'il y ait ce qu'on appelle des alliances pour pouvoir effectivement faire passer. En tout cas, tout semble indiquer aujourd'hui, même les opposants sont d'accord qu'ils doivent tout faire pour ne pas que Sonko soit au pouvoir, parce que Sonko constitue une menace non seulement pour l'actuelle gouvernance, l'actuelle mouvance présidentielle, mais aussi certains opposants, notamment les Idrissa Seck, les Khalifa Sall et tout ce qui s'ensuit, parce qu'on suppose qu'il y a un certain niveau au niveau des inspections financières de l'État, et qu'il a des dossiers contre certains, et que Sonko, président de la République, c'est une menace, et ce qui est synonyme, à une fin de carrière pour tous ces acteurs politiques. Cette question, après avoir suivi votre analyse, c'est d'abord Yaya, que devient Karim Wade dans tout ça, puisqu'on parle peu de lui maintenant? Karim Wade, on parle peu de lui. Yaya, Karim Wade, on parle peu de lui. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une réalité, mais vous n'êtes pas sans savoir aussi, c'était une autre possibilité pour l'actuel président d'avoir un ténor, un autre homme fort, politiquement parlant. Donc l'autre cartouche. Donc ça a d'autres cartouches de l'actuel président Macky Sall, mais qui n'a pas réussi à le faire parce que la Cour, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Cour constitutionnelle est catégorique sur ces différents dossiers et sachant que tout ce qui s'est passé, Karim Wade qui traînait vraiment cette casserole avec la double nationalité, ne l'a pas facilité la vie, il passe tout son temps du côté de la France avec sa nationalité française, vouloir briguer encore, je crois, le Sénégal aussi
s'est opposé. L'autorité sénégalaise ou les puissances du Sénégal à travers la Constitution n'a pas pu faciliter les choses pour le président, ni pour le président et ni pour le Macky. Oui, Yaya Diallo. Oui, on était d'accord qu'à un certain niveau, ça c'est du GM, puisqu'on avait invalidé la candidature de Karim Wade. Beaucoup pensaient que toutes ces manœuvres à l'interne consistaient à ce qu'il soit réintégré. Et c'est le cas aujourd'hui. Je crois que, certainement l'avenir nous le dira, mais je crois que l'OTAN est un parti pour lui, pour qu'il puisse réintégrer la liste de candidats à la prochaine élection présidentielle. Parce qu'apparemment, il y avait déjà ce qui fait que, voyez-vous, les anciens présidents n'ont pas condamné l'acte, hein, mais unanimement ont appelé toutes les parties au dialogue et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc ce qui suppose effectivement qu'il y a déjà une alliance tacite qui se noue des uns vis-à-vis des autres. Donc tout cela au détriment de Sonko et de son PASTEF, parce que voilà, on considère que Sonko président, ça va être un véritable séisme politique pour le Sénégal et pour tous ceux qui ont géré à un certain niveau, disons, les finances publiques et enfin la chose publique sénégalaise. Donc c'est pour autant dire que nous avons un véritable problème. Macky est en face de lui un véritable dilemme. C'est vrai que c'est un homme politique assez futé, même ses prédécesseurs reconnaissant lui, c'est un monsieur qui a des réflexions politiques très approfondies et qui sait anticiper les choses. On verra très bien, puisque le Conseil constitutionnel rejette cette date du mois de juin. Maintenant que Macky anticipe, et vous avez vu l'anticipation, le degré de, disons, la célérité de cette anticipation, pour ainsi dire, merci. Vous avez vu, entre-temps, c'est le ministre de l'Intérieur qui fut nommé Premier ministre. Et puis voilà, Amadou Ba s'occupe de la campagne présidentielle dans un parti, dans un tel, disons, avec un tel espace politique. Je crois que c'est important de le rappeler. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on nous apprend parallèlement aussi, il y a une loi introduite au niveau de l'Assemblée nationale qui sera probablement votée dans les jours à venir pour peut-être amnistier Sonko et Youma Faye, qui était lui aussi son dauphin. On verra très bien tout cela, comment tout cela va se passer. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a quand même à l'interne une grogne populaire, au-delà de Sonko, au-delà de tout ce qui s'ensuit, c'est la gouvernance, c'est le manque d'emploi, c'est tout ce qui s'ensuit. Donc, à un certain niveau, je crois que quand on est chef, c'est de comprendre aussi son peuple. Il a pu faire quelque chose, c'est indéniable. Macky a des résultats, comme ses prédécesseurs. En tout cas, il a un bilan quand même à présenter. Effectivement, il doit pouvoir... C'est juste son entêtement, peut-être. Il doit pouvoir accepter cela. Et je crois que ça, c'est pour l'honneur et le bonheur des Sénégalais. Le Sénégal, c'est un modèle démocratique. Il ne doit pas être le premier, effectivement, à mettre ça dans l'eau. C'est comme ça, c'est assez gravissime pour lui et pour l'histoire. Je crois que c'est important qu'il comprenne tout cela et de savoir qu'il n'est pas le seul qui pourra faire. Et s'il constate ou s'il considère qu'il est le seul, parce que c'est comme ça chez nous, on essaie de construire ou de mettre en place un homme providentiel. C'est lui qui peut, c'est l'omniscient, c'est l'omniprésent, c'est lui qui peut tout faire. Je crois que si c'est ce qu'il a en tête, ça sous-entend que lui-même il a échoué. Quand on gouverne pendant plus de 12 ans, et c'est de là qu'il s'agit, pendant plus de 12 ans dans un État, ça sous-entend que vous avez déjà préparé certains qui pourront prendre la relève et qui peuvent continuer dans le même sens que vous. Mais vouloir s'entêter et de dire qu'effectivement on a des chantiers qui doivent être achevés, on ne peut jamais achever ces œuvres dans le cadre d'une société ou dans une république. Bien, nous sommes aujourd'hui le 7 mars déjà. Est-ce que en 2 semaines, le Sénégal peut organiser des élections libres et transparentes? En 2 semaines, puisque déjà... En 2 semaines, moi je pense que dans un pays bien structuré, dans un pays où la machine électorale est bien huilée, et comme le Sénégal, ce n'est pas les moyens financiers normalement qui devraient faire défaut, ce n'est pas l'expérience qui va faire défaut, ce n'est pas la capacité des citoyens, des capacités des hauts cadres sénégalais qui pourraient faire défaut. Moi je pense, même si on dit 10 jours, c'est trop dit, c'est vrai, mais les élections se préparent toujours dès le début du mandat du président en exercice. Ça, c'est une évidence. Les départements ministériels, chaque département ministériel sait ce qu'il attend. Il y a
le côté politique, le président qui envisage de faire ceci, de faire cela. Mais du côté de l'administration, on sait, au niveau de chaque département ministériel, qu'est-ce que nous avons à faire au courant de l'année 2022, 2023, 2024. Sachant que c'était une année électorale, le processus était en cours depuis très longtemps et que cela ne devrait pas poser de problème. Et si vous voyez aujourd'hui qu'on mette sur la table cette volonté d'aller aux élections 24 mars comme indiqué, je pense que les Sénégalais sont sûrs qu'ils n'auront pas de souci à organiser les élections. Et que vous voyez, le président Macky Sall ne s'est pas opposé parce que nulle part je n'ai eu des arguments qui disent que on n'a pas d'argent, on n'a pas de possibilité, c'est la saison des pluies. Rien de cela n'avait été évoqué. C'est qu'il y a cette possibilité qui existe et que sur le coup, il enlève le Premier ministre. Aussitôt, c'est un deuxième qui arrive et que celui qui était là se prépare pour battre campagne pour son élection. Je dirais même battre campagne pour Macky Sall afin de pouvoir gérer. Parce que Macky Sall, dans tout ce que nous entendons ou nous voyons aujourd'hui du côté du Sénégal, Macky a du mal à voir que c'est Sonko qui pourrait être son successeur. Ça, je pense qu'il pense que c'est le pire que pourrait l'arriver. Donc, il est capable de faire tout, il est capable de sacrifier tout pour qu'il soit qu'il empêche ce dernier à se présenter. Si jamais l'administration judiciaire ou l'administration au niveau de la Cour constitutionnelle arrive à gracier ou Genève à créer des possibilités pour qu'il se présente à ces élections, je pense que Macky dira que ok, ça c'est échoué, mais je me battrai du côté de Amadou Ba, son premier ministre qui est devenu aujourd'hui opposant, qui va battre campagne, et ce dernier, il essaiera de mettre tout pour qu'il remporte. Et ne soyez pas, c'est vrai que Macky n'a pas dit son dernier mot, il pense toujours qu'il va gagner, et pardon, il va mettre tout pour que son représentant gagne, mais ce qu'on peut retenir dans cette situation, c'est que c'est le Sénégal qui a gagné dans ce combat. C'est le Sénégal qui a gagné et que ce qu'il a donné, les différentes dates données jusqu'au mois de décembre, il n'a pas réussi, le glissement n'a pas réussi. La Cour constitutionnelle lui-même, il n'a pas pu empêcher à tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Et c'est qu'on peut retenir que Macky n'a pas réussi, mais Macky va quitter le pouvoir avec une tache sur son boubou Macky Sall, tout blanc, mais avec la tache qu'il avait la volonté de s'éterniser au pouvoir. Ça, qu'on le veuille ou pas. Oui, il y a une minute. La question qu'on se pose, qui dirigera le Sénégal après le 2 avril, puisque Macky avait dit solennellement qu'il va quitter, à la fin de son mandat, qu'il va quitter ses fonctions présidentielles. Quand la date Ça c'est le 2 avril. Ça c'est le 2 avril. Les élections sont quand? Voilà. Le 24 mars. Je suis sûr que le Sénégal ne fera pas comme d'autres pays, dont la Guinée, prendre 2 semaines, 3 semaines avant la proclamation. Non, ça dépendra, parce que tout est possible. On verra bien. Mais je dois dire que Macky n'est pas dans une optique de faire gagner Amadou Ba. Macky est dans une optique de faire perdre son opposant. Sonko. Et Sonko, malheureusement, c'est l'adversaire de tout. C'est l'adversaire de tout le monde. Et là-dessus, ils sont tous d'accord. Il suffit juste d'écouter le camp d'Idrissa Seck, les Khalifa Sall et tant d'autres opposants à l'interne. Vous vous rendrez compte, effectivement, même le parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade, vous vous rendez compte, effectivement, c'est l'adversaire qu'ils ont en commun, c'est Sonko. Donc je suis l'adversaire de tout le monde, mais le candidat du peuple. C'est ça, effectivement. Il y a quelques secondes, on est déjà vraiment pris par le temps. On est même pris par le temps. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Maintenant, on verra très bien parce que on suppose que il est dans le populisme. C'est ça aussi, comme tant d'autres aussi dirigeants africains. On verra effectivement qu'est-ce que cela va donner, parce que tous est truqué jusqu'à date, parce que c'est à l'issue d'une élection qu'on peut évaluer un candidat. Il reste demeure le 3e homme politique, donc derrière Idrissa Seck. Tout n'a pas été rose aussi, il faut le dire. C'est vrai qu'on est pris par le temps. Le Sénégal, ça n'a pas toujours été rose, toujours. On sait très bien, en 2000, Abdou Diouf aussi a voulu s'entêter par rapport à l'arrivée de Wade au pouvoir. Donc c'était aussi chaud. C'est qui est déjà compris. Donc nous allons suivre de très près l'évolution de l'actualité du côté du Sénégal. Mais demain, c'est le 8 mars et vous le savez déjà, c'est des femmes qui prendront le contrôle. Et pour le numéro de demain, vous aurez Salimatou Diallo, Gena Boukam et Marie-Noël qui vont assurer l'intérim pour la journée du 8 mars. Donc Michel est déjà averti. Donc je ne sais pas s'il sera là en tant que réalisateur. Donc nous, on vous retrouve lundi prochain pour d'autres sujets d'actualité. Demain, c'est la version féminine du scanner et vous allez découvrir. Vivement l'équité, pas l'égalité, l'équité. C'est très important. Merci Yaya Diallo. Merci.
Merci Mohamed Ba. Abdallah, merci. Merci aux équipes techniques et à la régie. Merci à tous ces téléspectateurs et auditeurs. Vous étiez sur le média du développement, le seul et l'unique en République de Guinée.